Si on vous demandait où vous étiez le 11 mars 2020, je parie que peu d'entre vous s'en souviendraient. Si je m'en souviens, moi, c'est que j'étais partie dans le Sud avec mes 3 enfants de 14, 17 et 19 ans. Nous étions insouciants. On pouvait voyager dans le Sud avec des points cumulés sur ma carte de crédit. Nous sommes revenus à Montréal le 12 mars. Qu'est-ce qu'il dit à la Ligue nationale de hockey en réunion? On a joué jeudi soir. La cédule se poursuit samedi, comme d'habitude. Mais entre jeudi et samedi, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a plus de match. Et maintenant, si on vous demandait où vous étiez le 13 mars 2020, où vous viviez, qui vous entourait, qu'est-ce que vous faisiez, vous vous en souviendrez sûrement. Comme un point de référence dans toutes nos vies personnelles et communes, un point de bascule. Ce matin, le gouvernement a pris la décision, à compter de lundi prochain, de fermer toutes les écoles, cégeps, universités et services de garde pendant une période de 2 semaines. L'impensable se produisait. Un virus microscopique faisant en sorte qu'on nous demandait de rentrer à la maison. À l'intérieur de nos murs, nous avons tous des histoires individuelles. Nous sommes dans le même orage, mais pas dans le même bateau. Pandémie oblige, je deviens la caméra girl, la preneuse de son, la réalisatrice. Je ne fais pas un métier qu'on appelle de première ligne, et pourtant cette fois-ci, j'ai l'impression d'aller à la guerre. Je fais un documentaire à 2 mètres de vous. Je demande aux Québécois, le Québec est sur pause, il faut autant possible qu'on reste tous à la maison, sauf pour donner ou pour recevoir des services essentiels. Voilà des images que l'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, des épiceries et magasins du pays pris d'assaut par des citoyens venus faire leurs provisions. La panique s'installe devant ce qu'on n'arrive pas à s'expliquer. On cherche à contrôler quelque chose, on veut savoir qu'on survivra dans notre maison devenue bunker. Pour que l'État en arrive à nous demander de cesser nos activités et de nous confiner entre 4 murs, la situation devait être grave. Le temps a cette capacité de nous faire oublier. Je suis donc allée visiter pour qu'on puisse se souvenir de quelques aspects de ce moment de vie exceptionnel. Hey, pousse-toi, toi. Salut, faut pas qu'il mange le micro! Non. Tu peux le ramasser. Parce que quoi, je vais le porter? Oui, c'est ça, c'est un micro. OK. Te souviens-tu, Dominique, la première fois que tu as entendu parler de la COVID-19? Oh, mon Dieu, c'était à Wuhan. Quand ils ont fermé Wuhan... Hey! Excusez, mon chien qui jappe. C'était encore à Wuhan. Moi, quand ils ont fermé la ville, ce qui m'a frappé, j'ai dit c'est une ville de 12 millions d'habitants. Il y a plus de monde dans cette ville-là qu'il y en a au Québec. Il y a un virus qui a éclos en Chine. Et comme nous sommes au 21e siècle, on est au 21e siècle, avec les transports et tout, bien, ça s'est propagé de manière fulgurante à travers le monde. Les images qui nous sont arrivées de la Chine montraient des gens qui mouraient des conséquences du virus. À ce moment-là, on ne savait pas comment on attrapait le virus, qui pouvait en être affecté ou comment il se propageait. Il n'y avait pas de vaccin. C'était la peur, et devant la peur de ce qu'on ne connaît pas et qu'on ne contrôle pas, on a tendance à écouter les directives. Autre sujet maintenant, l'Organisation mondiale de la santé demande à tous les pays du monde de se préparer activement à faire face à une épidémie de coronavirus sur leur territoire. Le virus se propage dans le monde alors qu'on constate maintenant des foyers de COVID-19 en Iran, en Italie et en Corée du Sud. Jamais pensé que ça viendrait ici. Là, moi, je me suis réveillé, c'était rendu ici. Là. Genre ça, j'aurais paniqué plus que ça. Moi, je l'ai vu comme un défi qui était posé à la population, mais c'était comme si on posait un défi à une population, mais presque sous la forme du jeu.
C'est comme si c'était, hey, voici une nouvelle aventure dans laquelle on se lance. Si on suit les balises que le gouvernement dit, puis tout ça, on va s'en sortir très vite. À 13 h, c'était un nouveau rendez-vous quotidien. La figure paternelle du premier ministre du Québec donnait les directives à suivre. Ce qui est important là, comme message, là, c'est d'éviter tous les rassemblements qui ne sont pas nécessaires. Je te dirais, mon quotidien a changé relativement beaucoup depuis une semaine. À chaque fois que le premier ministre parlait, c'était restriction, restriction, restriction. Toutes les habitudes, j'ai plus de point de repère. Manger, c'en est un, mais le reste, c'est différent, puis ma tête tourne à 100 000 à l'heure. Là, j'ai vécu une autre réalité ce matin. Marché d'alimentation, là, il y avait une vraie file d'attente, distancée. C'est bien bizarre, c'est très étrange. De quoi qu'on voit jamais. Ce qui sera étrange dans mon constat du temps qui avance, c'est qu'en cette époque de pandémie, tout ce qui semble exceptionnel un jour devient la norme la semaine suivante. Puis la première semaine, on allait faire l'épicerie, puis c'était pas long, on s'en allait à la guerre, tu sais. Tellement je m'en vais risquer ma vie. Des activités quotidiennes, comme aller à l'épicerie, puis ou aller à la pharmacie, c'est des activités quotidiennes. Maintenant, on dirait que c'est des activités où tu mets ta vie en danger. Fait que c'est comme un stress énorme. Ah, j'angoissais la veille, là, j'étais Chris, demain, il faut que j'aille à l'épicerie. Là, on va étirer les épiceries, fait qu'on va en faire une vraie. Puis là, je partais avec mon truck, puis là, ah ouais, on rentre dans le char, on se lave les mains. Là, on était fébrile, il y avait une fébrilité incroyable. Là, tu regardes l'épicerie, IGA, il y a bien du monde, mais aller chez Super C, ça a l'air plus vide. Ça reste quand même compliqué à pogner, cette affaire-là. Là. Faut peut-être du postillonnage qui te revoit dans la bouche, je veux dire. Puis à la limite, tu mets pas tes mains dans ta bouche, tu te laves les mains souvent. Oh, pour pogner le... Tu sais, pour le pogner, là, à un moment donné, nous autres, on le savait pas, ça, au début, là. C'est-tu dans l'air, c'est-tu dans le vent? Là, il parlait là, que ça pouvait rester ses boîtes de céréales pendant 24 heures. Là, hey, j'ai lavé mes légumes, moi, dans le lave-vaisselle. Tu sais, on capotait, là, tout le monde. Écoute, le chien s'est poussé, il a fait la même chose qu'avec toi tantôt. Là. Il a sauté sur une madame au bord de la rue. J'ai lavé le chien. J'ai lavé le chien. J'étais chanceux d'être moi, je t'aurais lavé à l'eau de Javel. La maison au complet, là, je l'ai lavé, là, les plafonds. Tu sais, on vient fou, là. Une semaine de temps, là, capoté raide, là, je lavais tout. Je me lavais les mains 25 fois par jour. J'avais les mains gercées, là. Les restaurants étaient fermés, les théâtres, les musées, les salles d'entraînement, les magasins, les écoles. Nous sommes des millions à être rentrés chez nous. Nous étions désormais privés des liens physiques et réels avec les autres. Je me suis retrouvée confinée avec mes 3 adolescents. Vivre 24 heures sur 24 à l'intérieur de ces murs force à une promiscuité où il peut être difficile de trouver son intimité. Salut, je te laisse le micro. Je me demandais comment vivaient les gens qui étaient confinés seuls. Bien, je travaille ici, tu sais, dans le fond, je coiffe chez moi. Puis c'est ça qui est le fun parce que, tu sais, au-delà de la coiffeur, bien, tu apprends à connaître. Puis là, le mois d'après, bien, elle donne la suite de son histoire, de ce qu'elle t'a raconté du mois d'après. Puis des fois, t'as même hâte toi-même de savoir, puis qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Fait que là, t'es comme, waouh, là, ça me manque, là. Qu'est-ce qui te manque? Le contact humain. D'être avec... si j'avais une blonde et j'étais avec quelqu'un, ce serait complètement différent. La vie de tous les jours, c'est essayer de garder une certaine routine, tu sais, pour pas virer folle. Parce que je commençais à parler à mes plantes, puis j'habite toute seule. Oui, le virus, je veux pas l'attraper, comme personne veut l'attraper, mais c'était pas ça, là, mon angoisse. Là. C'était, je veux voir des gens, je veux sortir, puis j'aime ça danser, j'aime ça m'amuser. Mais moi, j'adore ça, les humains. Et qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ben, je t'avoue que la semaine passée, j'ai un petit peu tilté. On le sait pas, c'est quand la prochaine fois qu'on va être avec un autre être humain. Puis je dirais que c'est ça qui est dur. C'est la solitude,
sans date limite. Tilter, c'est partir en vrille, devenir devenir hyper triste sur quelque chose. Je me sentais abandonné, en fait. Parce que tu te dis, bon, je me reconnais pas, je suis pas quelqu'un qui pleure pour rien. Moi, je suis toujours, puis la vie. Vraiment la santé mentale. Oui, fait que là, je me suis dit, OK, là, faut que j'aille chercher des ressources parce que je veux pas que ça continue à aller plus loin, cette histoire-là. Là. T'as même plus le droit de marcher avec quelqu'un qui n'est pas à ton adresse. Même pas prendre une marche. C'est quand même intense, là. Tu ne sais pas c'est quand la prochaine fois que tu vas voir quelqu'un d'autre proche de toi, que tu vas serrer quelqu'un dans tes bras. Fait que là, je fais du ménage. Ça fait 24 ans que je vis ici. C'est la première fois où j'entends presque pas d'autoroute. Il n'y a pas d'avion. J'entends les oiseaux. Fait que ça a quand même ses côtés positifs. Merci d'être venu. Ça me fait du bien d'avoir parlé. D'avoir vu du monde. Et puis les fenêtres se sont mises à parler, comme de petits cris venant de l'intérieur des maisons, devant l'inexplicable, devant ce qu'on ne peut pas contrôler. Comment expliquer à de jeunes enfants pourquoi ils ne voient plus leurs amis? Quel est ce virus qui fait mourir certaines personnes? Pourquoi sommes-nous cachés? On ne sait pas quand il y aura une fin à cette distance entre nous, quand il n'y aura plus de cas positifs, quand on trouvera enfin un vaccin qui nous permettra de vivre librement à nouveau. S'il vous plaît, tout le monde, on ne sort pas de la maison à moins que ça soit absolument nécessaire. Vous pouvez sauver des vies en restant à la maison le plus possible. Si on doit absolument sortir de la maison, on s'assure toujours d'être au moins à 2 mètres des autres personnes pour ne pas donner le virus ou recevoir le virus. Au début, on nous avait dit 2 semaines de pause comme une petite vacance. Ces 2 semaines sont devenues 1 mois et encore plus. Chacun de nous, dans notre petite bulle qui est notre appartement, notre maison, notre condo, nos 4 murs devenaient une forteresse contre le virus. Dans ce confinement forcé, les choses bougent dans la tête lorsque nous ne sommes plus actifs dans la société. Et chacun de nous avons nos propres réalités, nos ajustements et parfois nos petits drames. Jean-François a un fils autiste. Camille attend son premier enfant. Yannick travaille comme infirmier à l'hôpital où les cas de COVID arrivent. Élise vient d'avoir un diagnostic de cancer du sein juste avant l'annonce du confinement. J'avais déjà mon diagnostic à ce moment-là de cancer du sein, donc j'ai décidé de vivre comme une personne immunosupprimée dès le départ. Même si je ne le suis pas encore, je commence la chimiothérapie la semaine prochaine. Quand est-ce que t'accouches? Le 21 avril. C'est dans combien de temps, ça? Dans 2 semaines. Mais tout de suite, je me suis mis en état de confinement parce que, comme je savais que j'allais faire de la chimiothérapie, je voulais pas être malade. Donc, depuis 3 semaines, je suis pas allée dans un commerce. Je vais nulle part. Est-ce que tu as peur?
Tout le temps. Puis étant donné que je suis la première ligne, je suis à l'urgence. On est l'hôpital qui reçoit au départ, c'était comme ça. On était l'hôpital qui recevait les cas positifs. Je sais même pas comment je me sens avec la pandémie parce que c'est comme si là, la pandémie, ça ajoute une couche de stress, mais je sais même plus pourquoi je suis stressée. Je suis stressée à cause de l'accouchement, je suis stressée à cause de la maladie, de la grippe, je suis stressée à cause de l'hôpital, mon séjour à l'hôpital. J'ai un fils autiste de 21 ans, non 22 ans. Il habite sur la rive sud, donc là, je peux pas le voir. On peut pas le voir du tout parce que c'est une restriction, c'est comme un mini CHSLD. Donc, il fait partie des normes et je peux même pas le voir à travers une fenêtre. Est-ce que ton copain, il stresse sur le fait que tu sois en contact avec la maladie? Je pense que oui, tu sais. Il me le dit pas, mais... Puis il est hyper supportif là-dedans, puis, tu sais, il compense pour plein de choses à la maison que je suis pas capable de faire présentement ou que j'ai pas le temps de faire, tu sais. Mais je pense que... Oui, il stresse, tu sais. Il garde ça pour lui. Qu'est-ce qui va se passer avec un bébé de 2 semaines? Qu'est-ce qui va se passer avec un bébé d'1 mois? Tu sais, les bébés, je pense que le dernier organe qui se développe, c'est les poumons, puis ils se finalisent de se développer après l'accouchement, tu sais, une fois qu'il est extra-utérin. Fait que c'était vraiment... Ça, c'est quelque chose qui m'a stressée au début. Je me suis dit, mais si jamais j'attrape la maladie, moi, ça me dérange pas. Moi, je suis quelqu'un en santé. Je suis sûre que je vais traverser la maladie haut la main. Mais qu'est-ce que ça fait sur un bébé d'1 mois? Qu'est-ce que ça fait sur un bébé de 14 jours? Ça me stresse. Puis je me dis, le bébé, il est plus en sécurité en ce moment dans mon ventre qu'à l'extérieur. C'est sûr que je m'inquiète de devenir immunosupprimée dans une période de pandémie mondiale. C'est pas le scénario idéal. Le mot peur, c'est relié à mon fils. C'est relié à mon fils. De quoi? De plus le voir? De plus le voir. De plus le voir. Et de plus... c'est ça. C'est juste de plus le voir, c'est lourd. Qu'est-ce qui me fait le plus peur? La crise financière qui risque de suivre pour tout le monde. J'ai peur que ça parte et que ça revienne. J'ai peur, comme je le disais tantôt, j'ai peur d'être en état de vulnérabilité immunitaire pendant cette période-là. Ça me fait peur, mais il faut y aller. Il n'y avait qu'en groupe qu'on pouvait combattre ce virus où l'autre devient le porteur de la menace. Chaque personne a son niveau de tolérance face au virus. C'est un ajustement continuel dans le vivre entre nous. Il y avait beaucoup d'ambiguïté dans les directives de l'État face aux recommandations de confinement dans nos maisons. Que devions-nous faire lorsque nous étions une famille séparée? J'habite avec mes 3 ados en garde partagée. Comment contrôler l'anxiété et la tolérance de chacun quand les enfants se promènent d'une maison à l'autre? Merci d'accepter. C'est à toi? Bien, la situation étant que telle, c'est que mon cercle n'était pas limité. Il n'était pas fermé. Il était ouvert. Il était ouvert des 2 bouts, là, tant du côté de ma conjointe que de la mère de mes enfants. Fait que... C'est moi, ça. Oui, c'est toi. Tant que de ton côté.
Il fallait que je trouve une solution par rapport à ça, dans le sens où il fallait que je trouve un moyen de le fermer. Tu sais, je pense que la différence entre maintenant où on se situe, c'est que quand c'est arrivé, t'as l'impression que, OK, bien peut-être que je l'ai pogné puis je sais pas, puis là, je fais juste attendre, tu sais, puis c'est pour ça que je suis en confinement, tu sais, parce que si je l'ai, bien, je vais la donner à quelqu'un d'autre, puis tout ça. Fait que c'était comme une attente de, OK, j'ai-tu des symptômes et tout ça, puis... Aussitôt que, à un moment donné, je faisais de la cuisine, puis j'avais chaud, puis là, j'étais comme, OK, ça y est, j'ai une fièvre, j'ai la COVID, je vais mourir. Parce qu'il y avait la maison de Sophie. Ses 3 enfants devaient aller une semaine sur 2 chez leur père. Puis, il y avait leur père, Hugues, qui n'habitait pas avec sa blonde Nancy, qui a aussi 2 enfants. Ces 2 filles vivaient une semaine sur 2 chez leur père. Bref, le canal de communication devait être ouvert car le virus avait un beau lieu de propagation si quelqu'un était atteint. Parce que de mon bord, mon chum Sylvain a 2 garçons qui vont à leur tour chez leur mère en garde partagée. Alors la question, qui confine avec qui? Lassù in montagna, oh bella ciao, 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 mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore, tutte le genti che passeranno. Hey, Cucucito! Comment ça va, mon gars? Pour moi, j'étais plus à l'aise à vivre avec la solitude qu'avec le risque. Je vois pas mes enfants, mais ils sont chez toi, Sophie, qui est la mère de mes enfants. Et puis, je vois pas ma blonde depuis le 13 mars, là, depuis que le confinement est commencé. Là. Sylvain et moi avons décidé de nous voir, même si le contexte était flou. Nous avons confiné à 2 maisons. Pourquoi tu filmes ça, en fait? Bah, je fais juste des petites images. Ah, c'est un peu weird, là. Hein? C'est un peu bizarre. Ouais. On n'a pas ce lien-là. Je me retourne. Je tourne la caméra sur toi. Tu veux-tu me parler de ce que tu as appris hier? Ben, ma mère est malade depuis 1 an, placée en CHSLD avec service médical. Et puis, depuis 3 jours, ils l'ont entrée en soins palliatifs. Comment il sait qu'il va aller ici? Ce que j'entends, c'est que c'est les derniers jours. Elle va partir bientôt. Elle va mourir bientôt. Je peux pas aller la voir. Je pouvais pas aller la voir déjà depuis plusieurs semaines. Je suis déjà loin. Je suis déjà à 200 km. Donc, à la base, déjà, c'était pas simple. Après ça, avec cette pandémie-là, ben, ça l'a complexifié. Puis là, ce que je me rends compte, c'est que je la verrai peut-être pas avant qu'elle meure. Quand on imagine la mort, c'est la dernière chose qu'on voudrait imaginer. Après tout ça, après cette vie-là, avec les gens, des enfants, des amis, famille, on se retrouve tout seul. Si la distance physique est grande durant cette pandémie, on garde nos liens à travers nos ordinateurs et nos cellulaires. J'ai l'impression d'être sur les réseaux sociaux plus que jamais. Plus, oui. Ben, c'est notre seul lien. Les gens ne s'appellent plus depuis longtemps. On a perdu l'habitude de s'appeler. Maintenant, on se texte puis on se voit sur les réseaux sociaux. C'est au moins il y a un bon timing à quelque part. C'est qu'on a toute cette technologie-là qui nous permet de nous voir. Imagine si on était il y a 30 ans, complètement isolés, juste avec des téléphones. Là, on peut se voir. Pendant ce temps de confinement,
Les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, les plateformes de vidéoconférence, les jeux en ligne ont pris une grande importance. Ils sont devenus nos seuls liens sociaux. Puis tu peux pas te mettre sa PCU en... Oui, sur la PCU, oui. Oui, Dieu merci, il y a ça. Oui, sinon je ne peux pas. On vient de rentrer dans une nouvelle époque. Même mes parents de 80 ans se sont mis à communiquer à travers les écrans. It's nice we can do this. Like, we can still be together through technology. Tu parlais de ça, c'est extraordinaire, mais c'est comme, on est encore ensemble, là, tu sais. Ben oui. C'est comme un besoin de créer une communauté qu'on vient de perdre de façon quand même assez violente là, comme perte. Là. En 2 jours, on est confinés, on voit plus personne, plus de party, plus de spectacle, plus de souper, plus de get-together, plus de... Plus rien, en fait. C'est comme si tout le système social s'écroule un peu, devient virtuel. Hein? Avant, on disait à nos enfants, va jouer dehors. Là, maintenant, on leur dit, reste dans la maison. Reste à l'ordinateur. C'est comme un monde à l'envers. En confinement, notre maison devient notre seul espace. Les gens se mettent à faire du ménage, faire du pain, planter des semis. Ce temps de pause est comme un arrêt sur soi. Parce que nous étions des milliers dans cette situation, nous n'avons jamais été aussi isolés, mais ensemble. Yo! Mais beau, ça! Un jour, j'ai fait un appel à tous sur mes réseaux sociaux pour qu'on photographie nos fenêtres et nos vues sur l'extérieur. Et pourtant, malgré nos efforts collectifs, le nombre de cas augmentait et le nombre de décès aussi. Le bilan de la dernière journée, 181 cas. Malheureusement, 4 décès. On a maintenant 628 cas. 2498 cas confirmés. Malheureusement, on a 4 décès de plus qu'hier, ce qui porte le total à 22. Donc, on est maintenant à 25. Donc, un total de 31. Pour un total de 75 décès. Donc, un total de 94. On a donc un total de 2280. Si au départ, on avait tous peur de l'ennemi invisible, je commençais à entendre les gens se demander « Puis toi, connais-tu quelqu'un qui l'a? » Comme si nous avions besoin d'une preuve tangible que ce virus était réel. Là, on a vu le sérieux là, de la chose. Le 13 mars. Oui. Là, on a dit... Moi, je me souviens, son père n'était pas encore décédé, puis lui n'était pas encore malade, aucun symptôme. J'ai pris ça comme un moment de répit, comme une pause, comme des vacances. Puis il y avait une légèreté. C'était sérieux, mais je me dis, on est capable de faire notre part, on est capable d'arrêter l'école. Puis je m'attendais pas à ce qu'elle allait suivre, là, pas en tout. La première victime de la pandémie au Québec habitait la résidence où vivait le père de Michel, à Lavaltrie. À tous les jours, le degré de fatigue que j'avais s'accumulait tout le temps. Puis là, c'était de plus en plus dur à essayer de gérer des choses. Fait que là, c'est ma femme qui a pris toute la relève. Est-ce que tu commençais à sentir, Michel, que tu étais vraiment malade à ce moment-là? Soupçonnais-tu que ça pouvait être la COVID-19? Pas du tout. Non. Ça y est, j'ai une bonne grippe qui s'en vient, puis là, je suis fatigué, puis mais jamais j'aurais pensé
On pense tout le temps que c'est pour les autres. Mais là, là c'était pour nous autres. Puis ton papa, là-dedans, il est décédé. Oui. Es-tu décédé de la COVID? Oui. Quand les gens vous demandent ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous dites? Bien, avec fierté que je suis préposée aux bénéficiaires. C'est le plus beau métier du monde. Oui, oui. C'est tellement gratifiant. Durant cette pandémie, il y a ceux qui étaient confinés et ceux qui se rendaient chaque jour au travail parce qu'ils étaient au front contre ce virus invisible. Tu sais, t'as un résident qui file pas. OK, il passe le test. Là, ça prend 2-3 jours avant d'avoir les résultats. Poups! Positif. Là, ben, un autre qui file pas. OK, on va commencer à faire des tests. Mais les tests, ils étaient tous concluants. Mais là, leur état se détériore. Mais tu te sens tellement vulnérable parce que tu peux pas rien faire. Le CHSLD où Sonia et Patrick travaillent était un des premiers au Québec à connaître une éclosion de la COVID-19 à l'intérieur de ses murs. J'avais la peur au ventre, le cœur qui tremblait parce que j'étais consciente qu'on était pour en perdre beaucoup. Parce que tout notre département a été testé positif, puis bien, suite à ça, plusieurs morts. T'sais, on arrivait, nous autres, à 5h30 du matin. Là, on sait monsieur un tel au 3e, madame une telle au 2e, à l'autre rez-de-chaussée. On a tellement perdu de résidents qu'à un moment donné, on était essoufflé physiquement et émotionnellement. Ce qui se passe en ce moment, c'est comme présentement, en dedans d'un mois, on a perdu 70 résidents. C'est le nombre de résidents qu'on perd en un an. Ouais. On l'a fait en un mois. Ce sont les vieux qui décèdent et ceux avec des problèmes de santé. Mais nous sommes tous les porteurs potentiels de ce satané virus. Alors, on s'éloigne de l'autre. On voit qu'il y a des services de la police qui commencent à amener des pénalités. Votre attention, s'il vous plaît. En vertu de la loi sur la santé publique, il vous est ordonné de maintenir une distance d'un minimum de 2 mètres entre chacun de vous. On s'assure toujours d'être au moins à 2 mètres des autres personnes pour ne pas donner le virus ou recevoir le virus. 2 mètres, c'est... Est-ce que je suis trop proche? Ouais, je pense que oui, un peu. Ben, je crois que c'est à peu près la grandeur de mon père. Les câlins n'existent plus, les tapes dans le dos non plus. On ne peut plus se serrer la main. 2 mètres, c'est une société qui vient finalement de passer au système métrique. Pas 6 pieds, 2 mètres. 2 mètres, c'est la nouvelle distance physique qui crée parfois des malaises lorsqu'on rencontre quelqu'un qu'on connaît dans la rue. La bouche! À la bouche, on est à 2 mètres pile. Ah, attends! C'est bon, ça? Toute cette distance pour ne pas tomber malade. C'est quoi la COVID? C'est pas une grippe. Première chose, c'est loin d'être une grippe. Mais tout le monde dit ça. Ouais, mais tu sais, quand tu perds 20 livres en 15 jours, tu as juste assez de force le matin de te lever, d'aller prendre une douche, puis revenir, puis ta journée est faite. T'en as assez. Puis il y a des moments, j'étais assis dans la douche parce que j'étais pas assez fort pour rester debout. Ceux qui l'ont vécu, qui entendent parler de monde, bien, c'est comme une grippe, une simple grippe. Bien, c'est sûr que c'est difficile à entendre parce que quand tu l'as vécu une fois, tu veux pas le revivre une deuxième fois, ça, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, moi, je me sentais comme si j'étais en état de guerre. C'était, pour moi, l'ennemi, là, il était invisible. Puis, il avait rentré dans ma maison. On pense
tout de suite dans notre tête qui j'ai vu, avec qui j'ai eu un contact, qui potentiellement je pourrais avoir infecté. Et là, on se sent hyper coupable. Parce que on se dit, si quelqu'un décède ou a des séquelles à cause de nous, on se sent vraiment coupable. Puis je sais qu'il faut pas... Je sais qu'il faut pas se sentir coupable, mais c'est cette émotion-là qui t'envahit à ce moment-là. La courbe devient notre seul point de repère. Il faut que les cas diminuent pour tenter de retrouver un semblant de vie normale, pour que l'activité économique puisse reprendre, les restaurants rouvrir, les commerces repartir. Montréal devient l'épicentre de la propagation du virus au Canada. La ville est devenue une forteresse avec des installations provisoires où l'on peut se faire tester. Comme ça? Oui, en arrière des oreilles. OK. On ouvre en éventail, ça couvre le menton, le nez, puis on pince au Et si moi j'étais l'autre, la porteuse du coronavirus? Donc là, ça, c'est les instructions à suivre pour l'isolement à la maison. OK, étant donné qu'on est comme... Vous allez passer le test pour le COVID. Avez-vous remarqué, nous devenons tous sensibles aux moindres symptômes. Je suis fatiguée. C'est peut-être le COVID-19. Je tousse. Ça y est, je dois l'avoir. Il me semble que je fais de la fièvre. J'ai chaud. Je suis peut-être asymptomatique. J'ai une sorte de paranoïa constante face à mon état de santé. Qu'est-ce qu'ils font pendant le test? Ils vont vous faire un kilo, tu sais, dans la bouche ou dans le nez. C'est très rapide. Et voilà, bonne journée. À la santé. Je passerai le test. J'aurai un résultat négatif. Je peux continuer à filmer sans avoir peur de le transmettre. Avez-vous senti que vous étiez apprécié par la société? Avez-vous senti comme une espèce d'élan d'amour qui disait « Hey, une chance que vous êtes là ». Non, pas vraiment. Non? Ben, tu sais, j'ai vu que... Ben, moi, je peux vous dire que le monde était content. Moi, je vous le dis. Ben oui, parce que, tu sais, ça a comme fait réaliser aux gens, mais je veux dire, on a toujours été là avant. Fait que, tu sais, je vois pas la différence aujourd'hui, là. On se verrait pas faire autre chose. Tu sais, fait que dans une situation de crise comme ça, tu sais, je me serais difficilement vue faire autre chose que d'être là, sur le terrain où on a besoin de moi. Mais j'étais là hier. T'as-tu pour ça caméra, toi? Non, pas vraiment. Moi, Pas ça non plus. Il fait super bien ça. Donc, le COVID, c'est vraiment un choc. Il apparaît comme un choc dans nos vies. Au mois de février, les choses allaient. Les joueurs de hockey jouaient au hockey, les gens faisaient de l'argent. Tu pouvais réserver un restaurant, aller manger au restaurant. Les gens avaient des planifications de voyage. Sunwing volait encore, Air Transat volait encore. Et on pense que tout ça s'est coulé dans le béton. L'être humain sur Terre a dépassé les bornes depuis longtemps. Donc, le COVID, c'est une prise de conscience de la vulnérabilité. Se rendre compte que tout ce qu'on a pourrait disparaître du jour au lendemain. On nous a beaucoup parlé de la courbe durant cette pandémie. Pour se déconfiner, nous devions atteindre un plateau où les cas cesseraient d'augmenter et les morts de s'accumuler. Si la plupart des pays ailleurs dans le monde ont connu le pic de la mortalité au début du mois d'avril, le Québec atteindra ce plateau tardivement, seulement à la fin avril. Au mois de mai,
nous étions devenus les champions de la courbe de mortalité par la COVID. Si on se comparait mondialement aux autres pays, au Québec, nous étions ceux qui mouraient le plus. Il s'appelait comment ton père? Réal. Réal? Ouais. Durant la pandémie, la mère de Sylvain est décédée du cancer sans qu'il ait pu la revoir. Elle est morte dans la solitude de sa chambre. Je pense à elle constamment. J'ai jamais vécu autant l'éloignement, même si c'est juste Montréal-Sherbrooke, j'ai jamais trouvé ça aussi loin. Dans le contexte du COVID, là, ça paraît l'autre bout du monde. Ses parents étaient dans des résidences séparées, n'ayant pas les mêmes besoins. Les déplacements entre les régions sont redevenus permis. Aujourd'hui, il va visiter son père, nouvellement veuf. C'est la première fois qu'il le voit depuis des semaines. Oui. Allô, t'es où? Oui, là, je sors, j'ouvre la porte. Ah, c'est ça que je pensais. Allô? Allô? Salut, papa. Allô? Cette clôture-ci, là, juste en avant de nous, ils viennent de mettre ça, j'imagine, c'était pas là avant? Non, c'était pas là avant, ça a été mis là, au début, mars. Oui, comment va le moral? Ah, ben, ça va, là, j'essaie de voir pour moi en clair, là. Oui. C'est pas évident. Gaëtan, j'aimerais vous offrir mes condoléances. Merci. J'ai de tout cœur. Oui, c'est difficile. Très difficile. Puis la scène, En plus, oui. Oui. il n'y a pas de merde, là. Non. En mai, le déconfinement a tranquillement commencé. Nous sommes sortis de chez nous avec précaution. Parce qu'on avait été privés pendant des semaines, chaque annonce d'ouverture amenait un vent d'espoir, un peu d'oxygène avec cet été qui s'en venait. Donc 10 personnes maximum, provenant de 3 familles différentes maximum, et toujours à l'extérieur de chez vous. On s'est mis à apprécier ce qu'on prenait pour acquis quelques mois plus tôt, même si l'autre reste le vecteur possible du virus. Tu finis ta chimio en même temps que le déconfinement. Ouais. C'est synchronisé. C'est comme un jour de fête. Tout à fait. Première fois que je t'ai rencontré, ta crainte, c'était peut-être que ton système immunitaire flanche. Au début, je me suis dit, je pourrais jamais vivre avec cette terreur-là en moi, cette anxiété-là, cette peur-là de la maladie, du cancer. Puis au bout de quelques jours, j'avais appris à vivre avec. Puis la COVID, ça a été la même chose. On s'est tous dit au début qu'on ne sera pas capable. On ne pourra pas faire ça, être à la maison. On nous avait dit 2 semaines, finalement, ça fait 1 mois qu'on est confinés, ça fait 2 mois. Tu sais, mais on l'a tous passé à travers. T'sais. Fait que je pense que ça nous montre ça sur l'humain, c'est qu'on est d'une grande adaptabilité. Étonnamment. T'sais. On s'adapte à des situations invraisemblables. Chacun vivait des situations inédites par rapport à leurs enfants, par rapport à la garde de leurs enfants, par rapport à l'école, par rapport à toutes sortes de choses. Chacun avait des petits drames dans sa maison, puis moi, c'en est un, puis quelqu'un d'autre, c'était autre chose, tu sais. Ça me faisait sentir d'appartenir quand même au grand ensemble, tu sais. Dans ce grand ensemble, on voyait aussi les cheveux qui poussaient comme un marqueur de ce temps passé en confinement. Ben, ça tombait. J'ai décidé de les raser. Avec les barbiers et les salons de coiffure fermés durant le confinement, les gens s'organisaient comme ils pouvaient. Et tu vois mes cheveux gris? Ben, j'ai des dreadlocks. Ben, à tous les mois, il faut en fait resserrer la racine qui pousse. Il y a 3 mois, avais-tu ce look-là? Non. Non? Personne ne va de ça volontairement. Et là, c'est ça. Ils peuvent être extrêmement envahissants, du genre fer à facettes. J'ai pas eu les cheveux longs comme ça depuis, je pense, des années, quand j'étais jeune. Là. Puis d'aller au naturel. J'ai besoin d'une pause. Je pense que le corps, le visage, la peau, les cheveux ont besoin d'une pause. J'appellerais ça le look pandémie. Les cheveux, j'ai décidé de les raser. Et il les coupe. Je coupe mes cheveux quand ils sont longs. Lui, il a toujours coupé ses propres cheveux. Normalement, la longueur de cheveux, c'est quoi? C'est très court.
quoi j'ai l'air? Ouh! Ben là, regarde, je suis en train d'avoir un petit Marie Laberge, là. Ils sont en train de retourner au naturel. Et je veux les laisser aller. Oui, fini la teinture. Fini total. La pandémie fait que tu réalises qu'il y a tellement des affaires plus importantes. Je suis sûre que je suis pas la seule qui, après 2-3 mois de repousse, va se dire ben, le temps qu'à faire, je continue. T'sais. Je suis chauve depuis l'âge de 21 ans. Alors, je n'ai pas de cheveux. Ça s'appelle pandémie. Nice! Voilà! T'as réouvert. T'as repris ton rôle de coiffeuse. Oui! Puis c'était la folie, là. C'était vraiment la folie. Je me suis rendu compte que les gens, ils avaient besoin de ça. Ils avaient besoin de prendre soin d'eux parce que les journées en pyjama, à un moment donné, c'est démoralisant. Aujourd'hui, 25 juin, qu'est-ce que tu retiens, toi, de la COVID? Et là, comment je vais répondre à ça? Comme tu veux, Nadia. On se le cachera pas, là. Je dis pas que ça n'existe pas. Je trouve ça triste pour des gens qui ont perdu des personnes proches, mais c'est peut-être un peu différent que la façon qu'on pensait que c'était. Je trouve que ça a été exagéré, vraiment, tu sais, je veux dire. Puis en plus, ils le disent eux-mêmes, 90 c'est d'un CHSLD. Tu sais, ils m'ont enlevé mes droits, ils m'ont enlevé ma liberté. Quand moi, je ne l'avais pas, le COVID, puis c'était d'isoler les gens qui l'avaient ou qui étaient en danger. J'aime mieux vivre libre puis en danger qu'enfermé dans une cage en sécurité. Ça, c'est moi. Puis je regarde ça quand je vais à l'épicerie ou quand je vais faire des commissions. Je trouve qu'on a l'air d'un paquet de moutons. Ben là, on suit des flèches, on porte des masques, on est tous en ligne. C'est quoi ça, pour vrai? Là, tout le monde te regarde comme si tu serais armée et dangereuse. Sérieusement. La vieillesse représente une grande dimension de notre vulnérabilité. Le virus qui a frappé dedans, c'est qu'on n'avait pas gardé nos vieux puis nos vieilles à vue, en garde à vue. Les sociétés traditionnelles ont toujours gardé les vieux puis les vieilles. C'était pas drôle, c'est pas romantique, c'était pas le fun d'avoir un vieux et une vieille dans la chaise berçante. Puis c'était la responsabilité sociale des familles de s'occuper des vieux et des vieilles. Il y a eu rupture sans qu'on s'en aperçoive. Ça a été délégué à l'État comme d'habitude. L'État a créé, sans qu'on s'en aperçoive, les CHSLD. Mais on a sorti les vieux de notre responsabilité, de notre vue. Donc, on n'a pas vu. On a désappris à voir des rides, à voir des troubles de mémoire, à voir des petites folies, à voir des petits... Troublements, des taches. Des poils hirsutes. Et à la fin, des morts. Le coronavirus, c'est une humiliation. Une humiliation de cette société surpuissante. Mais si je vous demandais de nommer les prénoms des gens qui sont décédés, qui sont partis pendant la COVID-19? Je dirais Lionel, Amélia, Joseph, Michel, Gaétan, Eugene, Georgette, Arnold, Jeanne, Mariette, Pierrette, Daniel, Monique, Éphrem, oui, Éphrem, Juliette. Non. Juliette, oui, la belle Juliette. Puis, la courbe des cas décélère. Vers la fin juin, on nous annonce qu'il y a un peu moins de 10 décès de la COVID au Québec par jour. On a été confronté au danger de mort et maintenant, on veut célébrer la vie. Félicitations, Vincent! Pandémie. Un mot qu'on utilisait à peine en février. Aujourd'hui, c'est une situation qui régit nos vies mondialement. Au-delà des 62 000 personnes affectées par la COVID-19 et les presque 6 000 morts au Québec, cette pandémie aura aussi fait des dommages collatéraux de santé mentale, de solitude, de séparation, de perte d'emploi et de fragilité économique extrême. Et aussi d'exaspération sociale.
Et pourtant, dans toute l'histoire de l'humanité, nous n'aurons jamais connu une si grande solidarité mondiale qui arrimait toutes nos énergies vers une même cause. Nous n'étions pas l'un contre l'autre comme en situation de guerre, mais plutôt ensemble, contre l'ennemi invisible. Aujourd'hui, je sens qu'on voudrait baisser les armes, que tout soit terminé, parce qu'on vit une sorte de lassitude face au virus. Mais il est toujours là. Et ce qu'il laisse dans le quotidien, c'est cette distance entre nous, installée pour de bon. Cette distance physique est celle établie par le masque qui couvre les sourires et qui camoufle la voix. Ce masque fait maintenant partie d'une réalité à laquelle on doit s'habituer tant qu'on ne contrôlera pas le virus, tant que nous n'aurons pas de vaccin. Désormais, on sourit avec les yeux. La deuxième vague, je sais pas. C'est vrai que c'est probablement inévitable. En même temps, c'est pareil pour le type de cancer que j'ai. Il est à fort risque de récidive. La COVID, c'est la même chose. S'il faut qu'on passe à travers une deuxième vague, on va le faire, mais je ne le souhaite pas. J'ai pas peur d'une deuxième vague. Est-ce que j'ai peur qu'ils me reconfinent? Oui, parce que j'ai plus la même vision face au COVID ou à ça. Fait que moi, j'ai plus peur qu'ils décident, bon, bien, on vous reconfine tout. Non, mais non.